Bonjour et bienvenue dans Winter Bloom. Vous le savez, on ne peut pas découvrir un nouveau printemps sans avoir traversé l'hiver. Alors chaque semaine, on explore ensemble un sujet qui peut nous maintenir dans cet hiver intérieur. Avec un seul objectif, faire éclore des fleurs même au cœur de l'hiver. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire que vous vous racontez sur vous-même. Et pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, je vais commencer par vous donner un exemple. Claire a 35 ans. Elle est compétente, diplômée, elle est appréciée par ses collègues, tout va bien. Mais à chaque opportunité de promotion, elle trouve une excuse. Ce n'est pas pour moi, je préfère rester dans l'ombre, les postes à responsabilité, c'est pour les autres. On pourrait penser que Claire est modeste, mais en fait, elle joue un script qu'elle a écrit lorsqu'elle avait 7 ans. Ce jour-là, c'était son spectacle de fin d'année. Elle avait répété sa poésie pendant des semaines, devant son miroir, devant sa grand-mère, même devant sa peluche préférée. Elle montait sur scène avec son petit cœur qui battait à 100 à l'heure. Elle scrute la salle, tous les parents sont là, assis au premier rang, applaudissant déjà leurs enfants. Elle cherche du regard, à gauche, à droite, au fond, mais son siège à lui reste vide. Dans la tête de la petite Claire, une conclusion s'est gravée. Je ne suis pas assez importante pour qu'on fasse attention à moi. Et il y a eu également ces petites phrases répétées 1000 fois à la maison. Tu es trop petite pour ces choses-là. Laisse, je vais faire, ce sera plus rapide. Ou alors tu vas encore casser quelque chose. À chaque fois, son père pensait bien faire. Éviter qu'elle soit déçue, gagner du temps, la protéger. Mais le plus vicieux, c'est qu'il a très certainement transmis à son enfant ce qu'il a subi lui-même étant enfant. Comme un boulet que l'on transmet de génération en génération. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la tête de la petite Claire, une conviction s'est ancrée profondément. Je ne suis pas assez capable, je ne mérite pas qu'on me fasse confiance. Et 28 ans plus tard, ce n'est pas la femme compétente qui décide. C'est la petite fille à qui on a répété qu'elle n'était pas prête. Et aujourd'hui, elle n'ose plus endosser ses responsabilités, car elle pense à tort que ce n'est pas pour elle, qu'elle ne les mérite pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'êtes pas bloqué par qui vous êtes. Vous êtes bloqué par l'histoire que vous vous racontez sur qui vous êtes. C'est très important. Et cette histoire, on la rejoue en boucle. Comme un vieux film que vous connaissez par cœur, vous savez très bien comment ça se termine, mais vous le regardez quand même, encore et encore. Ce script que vous rejouez, les psychologues ont un nom pour ça. C'est le schéma. Un schéma, c'est une conviction si profonde sur vous-même qu'elle vous semble être la réalité. Et souvent, ces schémas sont forgés dans l'enfance. Alors aujourd'hui, on va tenter de débusquer le scénariste qui a écrit ce schéma. Et peut-être qu'enfin, on pourra changer la fin du film. Vous êtes à la fois l'auteur, l'acteur et le spectateur de votre propre film. Le problème, c'est que vous avez oublié que vous êtes l'auteur. Alors vous subissez. Vous jouez le même personnage. Vous récitez les mêmes dialogues. Vous récitez les mêmes dialogues internes. Je suis nul, c'est pas pour moi, j'ai toujours été comme ça, etc. Mais posez-vous cette simple question. Qui est-ce qui a écrit ces répliques ? Eh bien, la plupart du temps, c'est un enfant. Un enfant qui essayait de comprendre le monde avec les outils d'un enfant. Votre père oublie votre spectacle ? Eh bien, l'enfant conclut « je ne compte pas ». Votre mère critique votre dessin ? L'enfant conclut « je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bon ». Vos parents se séparent ? L'enfant conclut « c'est de ma faute ». Ces conclusions d'enfant sont devenues votre religion d'adulte. Le problème, c'est que ces histoires, on ne les remet jamais en question. Elles sont tellement ancrées qu'on les prend pour des faits, pour argent comptant. On les répète sans s'en rendre compte en arrière-plan. Si vous vous dites « je suis timide », non, vous avez appris à être prudent socialement. Si je suis nul en maths, non, un prof vous a humilié en CM2. Je ne mérite pas l'amour, non, quelqu'un vous a fait croire ça. Les faits sont les faits, mais les interprétations, elles peuvent se négocier. Mais notre cerveau déteste négocier ces interprétations. Pourquoi ? Ça s'appelle la dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est que ce mot ? C'est
l'inconfort insupportable qu'on ressent face à des idées contradictoires. Par exemple, si votre histoire est «je suis nul en maths» et que vous résolvez un problème complexe, votre cerveau va «paniquer» entre guillemets. Et en fait, il a deux options. Soit on change 30 ans d'histoire, ou alors on sabote le succès. Eh bien, devinez ce qu'il va choisir. C'était de la chance, c'était trop facile, ou alors quelqu'un m'a aidé. Votre cerveau va préférer une histoire familière mais douloureuse plutôt qu'une histoire nouvelle qui serait positive mais déstabilisante. Parce qu'il aime la cohérence avant tout. Et pour lui, une histoire que vous vous racontez sur vous-même de 30 ans est ultra cohérent. C'est trop compliqué, ça lui demande trop d'efforts de remettre en question cette fausse vérité. Si vous vous êtes toujours raconté que vous n'étiez jamais assez, alors une réussite objective viendra heurter ce récit. Et votre esprit cherchera toujours à l'expliquer autrement, ou à le minimiser. Parce qu'un succès ne colle pas avec l'histoire déjà écrite. Ça n'a pas de sens pour lui. Si le personnage est nul, il ne peut pas avoir une scène brillante. Ça casserait la logique du scénario. Alors on joue notre rôle, fidèlement, religieusement. J'ai identifié 3 grands types d'histoires toxiques. Les 3 scripts principaux que les gens rejouent. Premièrement, c'est l'histoire de la victime. Ce sont les personnes qui pensent n'avoir jamais de chance. Le personnage principal subit. Tout est contre lui. C'est la faute du destin, des autres, des circonstances. Les autres acteurs sont mieux lotis que moi. Ils ont un meilleur rôle. Et souvent, les gens sont méchants. Le système est contre moi. Derrière ce script, c'est souvent un schéma d'abandon ou de méfiance qui se joue. La conviction que tôt ou tard, on sera trahi. Ce script a un avantage, c'est que le personnage n'a zéro responsabilité. Si quelque chose vous arrive, vous n'êtes coupable de rien. Ce sont toujours les circonstances et les événements extérieurs qui sont responsables de tout ce qui vous arrive. Alors c'est bien, mais le prix à payer, c'est que vous avez également zéro pouvoir. Zéro pouvoir sur vous-même, sur votre avenir. Puisque ce sont les circonstances qui décident de tout, eh bien vous n'avez aucun pouvoir, vous ne pouvez rien changer. Et dans ce cas-là, ce n'est pas vous qui décidez. Ensuite, deuxièmement, on a l'histoire du héros tragique. C'est la personne qui se sent maudit ou spécial. Ce personnage est l'exception, il n'est pas comme les autres. Personne ne peut me comprendre, j'ai une croix particulière à porter, je suis trop différent. En fait, ce script flatte l'ego. Vous n'êtes pas banal, vous êtes quelqu'un d'unique. Mais unique dans votre douleur, dans votre solitude. L'avantage, c'est que vous vous sentez supérieur aux autres, plus profond, plus complexe. Ce sont souvent des personnes qui ont l'impression d'avoir un niveau de conscience plus élevé que les autres et qui portent cette croix. Lui, il comprend alors que les autres non. Et le prix à payer de ça, c'est l'isolement. Si vous êtes si spécial, comment laisser quelqu'un vraiment vous rejoindre? Vous devenez le héros d'une tragédie solitaire. Mais même si vous êtes le héros, mais ça reste une tragédie. L'idée ici, pour donner du sens, vous pouvez aider les autres à se mettre à votre niveau. Plutôt que de les prendre de haut, tendez-leur la main et faites-les grimper à votre niveau de conscience. Si vous êtes si spécial, faites-en profiter les autres. Troisièmement, c'est l'histoire du figurant. C'est celui qui a l'impression de ne jamais compter. C'est celui qui pense qu'il ne compte pas vraiment. Et là, ce personnage, il va s'effacer. Il existe pour les autres, mais jamais pour lui. Les gens comme moi restent discrets. Mon rôle, c'est de soutenir les autres. Et enfin, je préfère que les autres brillent. C'est l'histoire de Claire qu'on a vue au début. C'est celle qui s'efface, qui refuse les promotions. Et ce script, en réalité, tant qu'on joue petit, on évite l'échec. Mais il pousse aussi au sacrifice permanent. En étant toujours disponible, toujours là pour les autres, mais jamais là pour soi. L'avantage, c'est qu'on est aimé, on est apprécié, on est utile. Mais le prix à payer, c'est une vie en sourdine. Vous devenez spectateur de votre propre histoire. Vous vous sacrifiez pour les autres et un jour, vous vous réveillez épuisé, amer. Parce qu'en fait, après avoir tout donné, vous vous rendez compte que vous n'avez rien construit pour vous-même. Vous vous reconnaissez peut-être dans un de ces scripts. Eh bien, c'est normal, on en a tous un. Là, je vous ai donné 3 exemples, mais il y en a beaucoup plus que ça. La question c'est, vous allez le jouer combien de temps encore ce script? Parce que voici la bonne nouvelle.
Votre passé est fixe, mais votre histoire est flexible. Les faits ne changent pas, le père de Claire n'est pas venu au spectacle, c'est un fait. Mais l'interprétation que Claire en a de cet événement, ça peut changer. Vous savez que pendant très longtemps, les histoires ont été un moyen très efficace pour transmettre les exploits des guerriers, pour propager la culture, les valeurs aux générations suivantes. C'était d'ailleurs le seul moyen. C'est pour cette raison que nous sommes très sensibles aux histoires. On les adore et on les retient facilement. Et d'ailleurs, les histoires ne sont jamais racontées platement en énonçant seulement les faits, non. Il faut les rendre mémorables, amplifier les événements et même déformer la réalité pour qu'elle corresponde mieux à ce que l'on souhaite raconter. Et même sans le vouloir, les histoires finissent toujours par être déformées. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez transformer des phrases comme «Mon père ne m'aimait pas assez» en «Mon père était débordé et probablement épuisé». Vous pouvez remplacer «Je n'étais pas importante» par «Son absence ne change rien à ma valeur». Ou encore, si vous avez l'idée que les gens vous oublient toujours, dites-vous que ce jour-là, une personne avait la tête en l'air. C'est le même passé, mais l'histoire est différente. Et si l'histoire est différente, alors le futur devient différent. C'est exactement ce que fait la reconsolidation mnésique. Chaque fois que vous vous rappelez une histoire, elle devient malléable pendant 6 heures. C'est votre fenêtre pour la réécrire. Vous ne changez pas les images, vous changez simplement le montage, la musique ou encore la voix off. C'est un peu la salle de montage de votre mémoire. Mais attention, je ne dis pas de nier la douleur. Le père de Claire a raté quelque chose d'important. C'était douloureux, c'est valide, on ne change pas ça. Changer d'histoire ne nie pas la douleur, ça ne la supprime pas. Ça change simplement ce qu'on en fait. Au lieu d'en faire une prison, de «je ne suis pas importante», on en fait une information. Ce jour-là, j'ai été déçu. L'objectif est de mettre de la distance entre les faits et l'histoire qu'on s'en fait. Et si vous souhaitez concrètement réécrire votre script, je vais vous proposer quelques exercices. Le premier, c'est le test du journaliste. Racontez votre histoire fondatrice comme un journaliste neutre. Vous indiquez simplement les faits, pas d'adjectif, pas d'interprétation. Claire, par exemple, dans sa version de victime, qui se dit «Mon père m'a abandonné le jour le plus important de mon enfance», eh bien la Claire version journaliste, ça donne «Mon père n'est pas venu à mon spectacle de fin d'année quand j'avais 7 ans». Vous sentez la différence? La première version, c'est une histoire, la deuxième version, c'est un fait. Et les faits sont neutres. Et les faits sont neutres. C'est votre interprétation qui les charge émotionnellement. Le deuxième exercice, c'est l'histoire alternative. Et si c'était autre chose? Essayez d'explorer d'autres interprétations possibles. Par exemple, et si le père de Claire était bloqué au bureau ou dans les bouchons ce jour-là, et qu'il n'a pas pu se déplacer au spectacle? Et s'il pensait autrement que le spectacle était le lendemain? Et au final, il voulait vraiment y être, mais il n'a vraiment pas pu. Peut-être même qu'il a dû se déplacer à l'hôpital pour une personne proche, mais qu'il ne vous en a pas parlé parce que un enfant n'a pas besoin de savoir que ses proches vont à l'hôpital. Peut-être qu'il s'en est terriblement voulu pendant des mois. On ne saura peut-être jamais la vraie raison. Mais ça prouve bien que l'interprétation de Claire n'est qu'une possibilité parmi d'autres. D'autant plus que lorsqu'on a 7 ans, on vit les événements de manière très forte émotionnellement. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre interprétation n'est pas forcément la vérité. C'est une vérité parmi d'autres. Et vous pouvez en choisir une autre. Le troisième exercice, c'est le «jusqu'à maintenant». Je vous explique. Ajoutez ces 2 mots magiques à toutes vos limitations. Je ne sais pas parler en public devient je ne sais pas parler en public jusqu'à maintenant. Je suis nul en relation devient je suis nul en relation jusqu'à maintenant. Je ne mérite pas le succès devient je ne mérite pas le succès jusqu'à maintenant. Ces 2 mots changent une condamnation en situation temporaire. Il n'y a plus de fatalité. Jusqu'à maintenant transforme votre prison en salle d'attente. Vous pouvez modifier le script. Et puisqu'on parle de prison, parlons de ces répliques que votre personnage récite en boucle. Je suis quelqu'un qui, j'ai toujours été, dans ma famille on. Et en fait, toutes ces phrases fichent votre identité
nie votre capacité d'adaptation, d'évolution, et ça perpétue des schémas familiaux. Et toutes ces phrases, c'est le dialogue interne de votre film. Et vous les répétez tellement qu'elles sont devenues vraies. Vous ne pouvez même plus les remettre en question. En fait, ce qui se passe, c'est que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Donc répéter une histoire assez longtemps, elle devient votre câblage neuronal. Et pour changer les câbles, il faut s'accrocher. C'est comme les branches d'un arbre qui, année après année, deviennent de plus en plus résistantes et difficiles à couper. Mais le motif d'espoir, c'est que votre cerveau génère 700 nouveaux neurones chaque jour. Ce sont des cellules de la transformation qui peuvent littéralement vous aider à recâbler votre histoire. Il faut juste que vous leur donnez un nouveau script consciemment et que vous travaillez sur la répétition. Parce que votre script, vous l'avez joué tous les jours pendant des dizaines et des dizaines d'années certainement. Et donc si vous voulez le changer, vous allez devoir faire le même effort mais dans l'autre sens. Et maintenant, si on reprend l'exemple de Claire et qu'on imagine qu'elle a commencé son travail pour changer son script. Comme ça peut vous aider visuellement à voir comment vous pourriez faire, vous, de votre côté. Bien, imaginons qu'elle a fait le test du journaliste. Elle a exploré les versions alternatives et puis elle a écrit une lettre. En faisant comme si elle était dans le futur, 10 ans plus tard. Et qu'elle écrit une lettre à la Claire de 2025. Voici ce qu'elle écrit. Chère Claire de 2025, je t'écris de 2035. Je suis directrice maintenant. Oui, toi qui pensais ne pas être faite pour les responsabilités. Tu sais ce qui a changé? J'ai arrêté de jouer le spectacle de mes 7 ans. J'ai compris que l'absence de papa ce jour-là pouvait en dire sur lui, mais certainement pas sur moi. J'ai commencé petit, j'ai ajouté jusqu'à maintenant à mes peurs, puis j'ai postulé. J'ai été refusé, plusieurs fois même. Mais au lieu d'y voir la confirmation de mon histoire, j'y ai vu de l'information. Je me suis accroché et aujourd'hui, je dirige une équipe de 20 personnes. Et papa dans tout ça? Il n'a jamais été autant fier de moi. C'est ironique, n'est-ce pas? Vous voyez cette lettre? C'est le nouveau script de Claire. Le film qu'elle choisit de tourner en conscience. Pas selon ce qui s'est passé dans son passé, mais selon ce qu'elle choisit pour elle et son bien-être. Même si parfois c'est difficile. Même si parfois on explore des terrains inconnus. Ça peut effectivement faire peur, mais c'est tellement plus excitant. Mais oubliez jamais qu'on ne peut jamais échouer à améliorer son bien-être. Un autre piège dont il faut qu'on parle, c'est l'héritage narratif. Ces narratifs qui sont transmis de génération en génération. Par exemple, celui qui dit « Dans ma famille, on n'est pas doué pour l'argent ». Ou alors « Les Martins, on est des travailleurs, pas des intellectuels ». En fait, ces histoires familiales, c'est comme un script qu'on vous a donné à la naissance. On t'a dit, tiens Richard, ça tu vas le jouer toute ta vie, que tu le veuilles ou non. Bah non. Pourquoi? On n'a même pas été auditionné pour le rôle, on nous l'a assigné automatiquement. Et c'est comme ça que certaines personnes jouent le rôle de leur famille qui a déjà été écrit avant même que vous sachiez parler. Mais devinez quoi? Ce script familial, vos parents ne l'ont pas écrit non plus. Ils l'ont hérité eux-mêmes de leurs parents, qu'ils l'ont certainement hérité des leurs également. C'est un peu un téléphone arabe transgénérationnel où la phrase originale est complètement déformée. Peut-être que cette fameuse phrase « on n'est pas doué pour l'argent dans la famille » vient peut-être certainement d'un arrière-grand-père qui a fait faillite plusieurs fois. C'est un contexte différent, une époque différente, une personne différente, mais ça influence encore votre famille aujourd'hui. Et on peut légitimement se demander pourquoi on joue un script écrit par quelqu'un d'autre. Sénèque disait « Chaque nouveau jour est une nouvelle vie pour celui qui sait voir ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque matin, vous avez l'occasion de réécrire l'histoire, de ne pas recommencer le même film, la même scène, les mêmes répliques. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On se réveille, on remet le même costume, on reprend le même rôle et on enchaîne les répliques qu'on connaît par cœur. Bien sûr, tout ça est inconscient, mais on le fait quand même systématiquement. Claire, elle se réveillait chaque matin en figurante, alors que maintenant elle se demande « Et si finalement je suis capable d'être sous le feu des projecteurs ?» Et je ne suis pas plus bête qu'une autre au final. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est que je le mérite, c'est que j'ai travaillé pour. Et pourquoi mon collègue du bureau il serait plus méritant que moi? Au final, on a le même grade, on a plus ou moins le même poste. Vous voyez? Alors je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps et parfaitement, mais au moins quelques fois. Et de plus en plus souvent.
Voilà ce que Sénèque voulait dire. Vous n'êtes pas condamné à rejouer la même scène qu'hier. Vous pouvez traiter chaque jour comme une nouvelle vie. Il faut juste savoir voir le script qui est joué sans votre consentement, et vous devez également voir le nouveau script que vous voulez pour votre vie. Vous n'êtes pas l'acteur ou le personnage qui joue dans le script, vous en êtes l'auteur. Alors votre rôle aujourd'hui, c'est de reprendre le stylo et d'écrire les prochaines pages. Je vais vous dire un truc troublant. Les gens qui réussissent vraiment, pas juste financièrement, mais humainement, ils ont tous réécrit leur histoire. Tous. Victor Frank a perdu sa famille dans les camps. Il aurait pu écrire le script, la vie est absurde et cruelle, je n'ai plus rien. Mais il a choisi de réécrire, même dans la pire souffrance, l'homme garde la liberté de donner un sens. C'est super profond. Et ça lui a permis d'aider des milliers de personnes à trouver une raison de vivre, même dans l'adversité, même dans la souffrance absolue. Autre exemple que vous connaissez bien, Nelson Mandela, 27 ans de prison, il aurait pu jouer le héros tragique vengeur. Mais en fait, il a réécrit « La prison m'a appris le pardon ». Ces gens-là, ils n'ont pas changé leur passé, ils ont changé ce qu'ils en font. C'est la version où vous, adultes d'aujourd'hui, rééditez le film monté par l'enfant d'hier. L'enfant a monté un film d'horreur, eh bien l'adulte que vous êtes peut en faire un film d'apprentissage. L'enfant a monté une tragédie, eh bien l'adulte que vous êtes peut en faire une histoire de résilience. C'est pas tellement le film, c'est le montage qui change tout. Les mêmes images avec une musique différente, racontant une histoire différente. Mais attention au piège inverse. Attention au positivisme toxique. Parce que certaines personnes pensent que tout arrive pour une raison. Sauf que non. Parfois, il faut accepter que les choses sont juste merdiques. Le but n'est pas de transformer chaque traumatisme en arc-en-ciel. Le but est de ne plus en être esclave en tant qu'adulte. Il y a une métaphore attribuée à Bouddha qui est la double flèche. À chaque événement douloureux, on reçoit deux flèches. La première flèche, c'est la douleur. Une critique, une rupture, une maladie, une déception. C'est le coup dur du moment. Personne ne peut y échapper, ça fait partie de la vie. La seconde flèche, elle, c'est la souffrance. Juste après avoir été touché par la première, très souvent, on en ramasse une deuxième et on se la plante nous-mêmes juste à côté. Ça, c'est la seconde flèche. Ce n'est plus la douleur de l'événement, mais la souffrance de notre réaction. C'est toute l'histoire qu'on se raconte. Pourquoi moi? C'est injuste. Ça n'aurait jamais dû arriver. Je ne m'en remettrai jamais. J'en veux à la terre entière, etc. La leçon est simple. La première flèche est inévitable, mais la seconde est un choix. On ne peut pas toujours empêcher les coups durs, mais on a le pouvoir de ne pas en rajouter une couche en se torturant l'esprit. La vraie sagesse, c'est d'apprendre à encaisser la première flèche sans se tirer la seconde. En pratique, nous sommes bien d'accord pour dire que c'est très difficile. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'adulte sain peut tenir deux vérités. Honorer la souffrance de l'enfant et choisir différemment aujourd'hui. On n'efface pas totalement le passé, on s'en sert différemment. C'est exactement ce que Claire apprend. Son spectacle raté, c'était douloureux. Mais ça ne définira plus sa valeur aujourd'hui. Deux vérités, pas de déni, mais pas de prison non plus. Votre cerveau, c'est une machine à histoire. Alors donnez-lui une meilleure histoire à raconter. Je vais vous dire ce qui m'a le plus frappé en préparant cet épisode. La plupart des gens préfèrent garder une histoire douloureuse mais familière plutôt que d'explorer une histoire libératrice mais inconnue. Et c'est fou quand on y pense. C'est parce que l'histoire douloureuse, on la connaît. On sait comment elle finit. C'est prévisible. Il n'y a pas de surprise. C'est du sûr et certain. C'est exactement le même problème que j'évoquais dans l'épisode sur le confort. On préfère la prison familière à la liberté inconnue. Même si on sait très bien que c'est mieux pour notre réel bien-être à long terme. C'est notre thème depuis le début. L'hiver intérieur confortable versus le printemps incertain. Votre histoire négative, c'est votre zone de confort narrative. Vous savez qui vous êtes dans cette histoire. Vous connaissez votre rôle. Il n'y a pas de surprise. Alors que changer d'histoire, c'est perdre ses repères.
c'est ne plus savoir qui on est. Ça donne le vertige. Entre une identité négative stable et une identité positive floue, le cerveau choisit toujours la stabilité. Mais rappelez-vous de l'épisode 3 sur le vide. C'est dans l'espace vide que le nouveau peut émerger. Entre deux histoires, il y a un vide, un moment où vous n'êtes plus l'ancien personnage, mais pas non plus le nouveau. Et ce vide narratif terrifie. Mais persistez dans ce vide, car c'est là que la transformation opère. Vous devez accepter de ne plus savoir qui vous êtes momentanément pour découvrir qui vous pourriez être. Claire est dans ce vide maintenant. Elle n'est plus la figurante, mais elle n'est pas non plus encore l'héroïne. Elle est en transition. Elle doit faire face à ses peurs, à l'inconnu de prendre ses responsabilités. Elle ne s'est jamais autorisée à le faire. Donc c'est tout nouveau. Il faut tout réapprendre. C'est inconfortable. Et certains jours, elle retombe dans l'ancien script. C'est normal. 28 ans d'habitude ne s'effacent pas en 3 semaines. Mais c'est pas non plus une raison pour tout abandonner. Si vous cherchez à changer le script que vous vous êtes raconté pendant des dizaines d'années, acceptez que certains jours soient plus difficiles que d'autres jours. Essayez de voir à long terme. Vous progresserez toujours à long terme, sans exception. Il ne faut juste pas abandonner au moindre revers. L'objectif n'est pas de rejouer un film, mais de l'écrire en temps réel. Ça prend du temps, c'est sûr, mais c'est tellement plus stimulant. Et qui sait où est-ce que ça peut vous emmener? C'est ça aussi l'aventure de la vie. N'oublions pas qu'on n'en a qu'une. Qu'arrive un moment où l'histoire s'écrit sans nous. Si cet épisode résonne particulièrement, si vous sentez que votre script est profond et douloureux, sachez qu'il existe des approches spécialisées. La thérapie des schémas, par exemple, est conçue exactement pour identifier et transformer ces histoires profondes. Il y a également l'EMDR qui est très efficace. C'est pas de la faiblesse de demander de l'aide, c'est de l'intelligence. Parfois, le scénariste intérieur est tellement ancien qu'il faut un regard extérieur pour le débusquer. Et c'est ok. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, qui se sentent prêts à se lancer dans un vrai chantier de reconstruction de leur histoire, j'ai créé un protocole guidé pas à pas. C'est un programme de 21 jours pour recabler votre histoire. Elle est disponible dans la formation incluse sur l'application winterbloom.app. C'est le compagnon idéal pour mettre en pratique tout ce dont on vient parler. Mais même sans ça, vous avez maintenant les outils. La conscience, c'est 80% du travail. Savoir qu'on joue un script, c'est déjà commencer à s'en libérer. Alors cette semaine, faites juste ceci. Prenez votre phrase prison préférée, celle qui vous emprisonne, celle que vous répétez le plus. Je suis quelqu'un de, je ne peux pas, j'ai toujours été comme ci ou comme ça. Et ajoutez jusqu'à maintenant. Puis faites une action qui contredit cette phrase, une petite, même une minuscule s'il faut. Si vous êtes timide, dites bonjour à un inconnu. Si vous ne savez pas dessiner, faites un gribouillis avec un tuto pour enfants. Si vous n'êtes pas sportif, faites 3 squats. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, pour rappeler à votre cerveau que l'histoire n'est pas terminée. Parce qu'il est là le secret final. Vous n'avez pas une histoire, vous avez des histoires, au pluriel. Vous êtes timide et courageux, nul en maths et intelligent, abandonné et aimé. La question n'est pas quelle est la vraie histoire. La question est quelle histoire me sert aujourd'hui. Vous êtes une bibliothèque, pas un seul livre. Alors choisissez l'histoire qui vous aide à grandir. Claire commence à comprendre ça. Elle n'efface pas l'histoire de la petite fille au spectacle. Elle ajoute l'histoire de la femme qui ose malgré sa peur. Les deux coexistent, l'une ne nie pas l'autre. Le printemps ne nie pas l'hiver. Il le suit, il le transcende, il le transforme. Votre histoire d'hiver, celle de la limitation, de la peur, de la petitesse, elle a eu sa fonction. Elle vous a protégé. Elle vous a aidé à survivre, à vous adapter à votre environnement. Mais maintenant, peut-être qu'il est temps d'écrire une autre histoire. Pas parfaite, pas héroïque, juste différente. Plus adaptée à qui vous êtes vraiment, à la personne que vous voulez vraiment incarner. Une histoire où vous n'êtes plus prisonnier du regard d'un parent distrait.
où vous n'êtes plus défini par un échec d'enfance, ou encore où vous n'êtes plus limité par une conclusion d'enfant. Enfin, une histoire où vous êtes l'auteur, pas juste l'acteur. La semaine prochaine, on parlera de l'illusion du contrôle total. Comment l'obsession de tout maîtriser nous fait perdre le contrôle. Comment le jardinier anxieux tue plus de plantes que le jardinier négligent. D'ici là, regardez vos histoires, questionnez et réécrivez-en une. Juste une. C'était Winterbloom. Et rappelez-vous, ne laissez pas l'enfant que vous étiez écrire l'histoire de l'adulte que vous êtes. L'histoire que vous vous racontez aujourd'hui détermine les fleurs que vous ferez pousser demain. Choisissez bien votre histoire.